Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de la vie devant soi qui démarre. Vous connaissez la formule, 1 heure pour faire ensemble le tour de l'actualité, santé, bien-être et forme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement au 6e sens, à l'intuition, l'impression de déjà-vu, les visions des médiums. Notre cerveau nous a-t-il tout révélé de ses incroyables capacités? On en parle avec nos deux invités, Bernard Werber pour son livre « Depuis l'au-delà », c'est le titre qui vient de paraître chez Albin Michel. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. J'ai bien eu du mal à vous extirper de votre conversation avec Franck Ferrand, mais j'ai quand même réussi. J'adore l'histoire aussi. Alors votre livre se présente comme un polar, vous enquêtez sur celui qui vous a tué avec l'aide d'une médium. Et puis également à nos côtés le professeur Jacques Hugon, neurologue et chef du centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Alors avec vous, on va un peu démêler le vrai du faux. À l'heure actuelle, où en sont nos connaissances? Quand quelqu'un vous dit qu'il entend des voix, vous ne pensez pas forcément à l'au-delà, mais surtout qu'il est malade et qu'il a réellement besoin de vos services. Alors au sommaire également, tous vos rendez-vous, le répondeur santé, vos questions au 3921 et les réponses aujourd'hui du docteur Kierzek qui est de retour. Alors Oui. j'ai raté des vacances, c'était comment? Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est fini. Et voilà, on c'est est fini, ensemble. hein. Bon, Et c'est super. Il a une mine superbe. Je me demande s'il a pas pris 1 ou 2 kilos d'ailleurs, mais enfin ça on en parlera à un autre moment. Non? Oh, c'était pas le thème de l'émission aujourd'hui. Allez, on fera une émission passer les fêtes sans prendre un gramme. Et puis on terminera l'émission avec la chronique Antidote d'Anne Cazobon. Et aujourd'hui, Anne, quel est le programme? Namasté, alors on est comme la vie, vous le savez, une succession de petites morts, de renaissances. Aujourd'hui on va apprendre à renaître à soi-même ou en tout cas à se mettre en chemin. Pour tout comprendre, vous retrouvez Anne Cazobon juste avant 16h et n'hésitez pas, comme tous les après-midi, à nous suivre sur europe1.fr en direct ou encore en podcast, bien sûr à réagir. Les réseaux sociaux sont là pour ça, le hashtag LVDS, Facebook, bref, vous avez le choix. La vie devant soi du lundi, c'est parti. La vie devant soi sur Europe 1. Mais comme tous les jours, on va commencer par le à la une avec aujourd'hui ce constat dans Le Parisien aujourd'hui en France. Plus de 6 millions de Français auraient de réels problèmes d'audition. 15% des 15-35 ans sont visés et 65% des plus de 65 ans. Ce qui veut dire que si on résume, ça commence tôt et ça ne s'arrange pas. Pour en parler avec nous cet après-midi, le docteur Valérie Nakacherman. Bonjour Valérie. Valérie, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Vous êtes ORL? Oui. Alors, première question, quel que soit l'âge, on a bien compris qu'on entendait de moins en moins bien. Quels sont les ennemis de notre audition? Alors, pour les gens jeunes, évidemment, c'est les intensités sonores fortes, répétées et prolongées. Donc, les casques, les boîtes de nuit, les concerts où les intensités sonores sont toujours au-dessus des normes. De plus en plus de boîtes de nuit ou même de salles de concert donnent des bouchons d'ailleurs à l'entrée pour limiter la casse. Absolument. Et c'est d'ailleurs recommandé par les professionnels de santé aussi. Alors, est-ce qu'il y a des maladies qui, en étant répétitives, pourraient avoir comme finalité, comme de nous priver de notre audition? Par exemple, les otites. Alors, les otites chez l'enfant donnent rarement suite à des problèmes auditifs irréversibles. Beaucoup de problèmes auditifs, oui, mais réversibles. Les otites séromuqueuses, c'est quelque chose de très connu et qui, heureusement, est passager. Les problèmes plus graves, c'est beaucoup plus rare en France parce que les enfants sont suivis, par exemple, et donc, à force d'être traités, et ils ne développent donc pas de complications au long terme. Alors l'un des ennemis de notre audition, c'est bien sûr le vieillissement. À partir de quel moment, à partir de quand faut-il s'inquiéter? Alors, en vieillissant, c'est évidemment quand on fait répéter, souvent la plainte vient de l'entourage, mais la personne elle-même peut effectivement dire, par exemple, qu'elle n'entend pas ses petits-enfants, ses petites filles en particulier, et puis l'apparition d'acouphènes, ou bien le phénomène peut être plus inquiétant quand il est unilatéral. Là, il faut consulter un petit peu plus rapidement, par exemple. Alors, vous dites également qu'il faut s'inquiéter à partir du moment où on entend beaucoup plus facilement les voix masculines que les voix féminines ou celles des enfants. Non, ça c'est simplement le fait que le vieillissement de l'oreille s'accompagne donc de presbyacousie, comme la presbytie, et porte préférentiellement sur les fréquences aiguës. Donc on est gêné d'abord pour entendre les fréquences aiguës. Effectivement, c'est le premier signe d'alerte. À partir de quand ça devient irréversible? Est-ce que l'oreille est capable, est-ce que notre audition est capable de se réparer toute seule?
Malheureusement, non. Avec le vieillissement, on perd tous des cellules de la cochlée, de l'audition, et donc ces phénomènes ne sont, à l'état actuel des connaissances, pas réversibles. Mais on sait y remédier par l'appareillage, effectivement, qui apporte un confort certain. Alors, quand on est appareillé, est-ce qu'on récupère une audition parfaite ? Non, ça ne remplace jamais une oreille qui fonctionne normalement, mais c'est une aide auditive. Donc, c'est très important d'abord pour améliorer l'audition et puis pour conserver une plasticité cérébrale, c'est-à-dire un bon vieillissement de toutes les facultés cognitives, toutes les facultés supérieures de compréhension. Est-ce qu'on a intérêt à se faire appareiller tôt plutôt que d'attendre en espérant que quelque part, bon, c'est pas si grave? Est-ce que le fait d'avoir recours à un appareil plus tôt va nous permettre de mieux le supporter? Bien sûr, l'adaptation se fera d'autant mieux qu'elle se fait à un âge pas trop avancé. Il faut aussi que la personne soit motivée, effectivement, pour que ça donne de bons résultats. Et plus on le fera tôt, et plus on stabilisera effectivement la perte auditive. Merci Dr Valérie Nakacherman. Je rappelle que vous êtes ORL. On consacrera très vite une émission à notre audition et puis on abordera un autre problème, un réel problème, celui du prix des appareils, parce que ça commence à 1 500 € et seuls les modèles de base, donc les moins chers, sont pris en charge. Un remboursement nettement insuffisant. Dans un instant, on va parler de médium, d'intuition, sixième sens, de polar, d'enquête, de neurologie. Et on demandera bien sûr l'avis et l'expertise de nos deux invités. Ce sera tout de suite après le répondeur santé. La vie devant soi sur Europe 1. Et dans un instant, nous serons avec Bernard Werber et le neurologue Jacques Hugon pour parler de notre cerveau, pour parler également du paranormal, mais ce sera après le répondeur santé. Allô, bonjour docteur, je suis Félika de Toulouse, je suis atteinte de la maladie de Horton depuis 2 ans. Est-ce que vous connaissez des cas de cette maladie qui guérissent, car quelquefois mon moral est un peu atteint actuellement. Merci de bien vouloir me répondre. Au revoir. Gérald. Oui, Félika, non seulement j'en connais, mais l'immense majorité des cas de malades de Horton guérissent. Et je vais vous dire que c'est un petit peu long, mais on y arrive. Alors c'est quoi la maladie de Horton? C'est une inflammation d'une artère. C'est une inflammation des artères en fait, et notamment l'artère qui est au niveau de la tempe, qu'on appelle une artérite temporale. Et cette inflammation des vaisseaux sanguins, elle va provoquer des symptômes comme des maux de tête, comme des douleurs au niveau de la tempe. D'ailleurs, il y a un signe assez caractéristique, ce qu'on appelle le signe du peigne. Quand vous vous peignez, vous savez, un peu les tempes, et ben le fait d'effleurer la peau et cette artère, ça fait mal. Donc ça peut être un bon signe. Et cette maladie, et elle se soigne bien, et on va y revenir, mais il faut la prendre à temps parce que il peut y avoir des complications, notamment au niveau des artères qui touchent l'œil. Et donc les complications, ce sont des troubles de la vision, d'où l'intérêt de la prendre en charge, de la diagnostiquer relativement tôt. Alors les médecins y pensent comme ça cliniquement, quand vous dites quand je m'effleure la tempe, ça me fait mal et j'ai des maux de tête, on tilte tout de suite maladie de Horton. Et le diagnostic se fait en faisant une petite biopsie. On va aller prélever un petit bout de l'artère temporale et les anatomopathologistes vont aller regarder, confirmer cette inflammation. Et la bonne nouvelle, c'est que le traitement, il est relativement simple, mais il est long. Simple parce que c'est de la cortisone, la corticothérapie qui révolutionne vraiment le pronostic et la vie des malades. Mais il est long, et quand vous me dites, Félika, que ça fait 2 ans, faut pas désespérer parce que ce traitement, il nécessite 2 voire 3 ans de corticothérapie, de cortisone à dose dégressive. Il faut des fortes doses au départ, et puis après c'est à dose dégressive. Mais on en vient à bout parce que c'est une maladie dont on connaît la cause, c'est l'inflammation, et on connaît le traitement, c'est l'anti-inflammatoire qui est la cortisone. Donc ne désespérez pas, loin de là. 3921, la question de Morissette. Bonjour docteur, je me prénomme Morissette, j'ai un problème de thyroïde auto-immune. Je voulais savoir si la thyroïde faisait perdre les cheveux. On pense que je fais de l'hypo mélangé malheureusement avec peut-être un peu d'hyper. Ça a beaucoup chuté et là je remonte progressivement et je désirerais savoir s'il peut y avoir une solution. Merci beaucoup docteur. Gérald. Alors Morissette, elle a une thyroïde auto-immune, un problème de thyroïdite, c'est l'inflammation de la thyroïde. Il y a plusieurs maladies, mais la plus connue c'est la maladie de Hashimoto. En fait, c'est les propres anticorps, les auto-anticorps qui vont se retourner contre les cellules de la thyroïde et qui vont détruire, qui vont agresser cette thyroïde. Alors c'est pas la thyroïde qui fait perdre les cheveux. En revanche, les hormones thyroïdiennes sont indispensables à avoir une bonne chevelure, à avoir des poils, et donc un des signes de l'hypothyroïdisme, c'est-à-dire la diminution de fonctionnement. On comprend bien quand la thyroïde elle est détruite, elle fonctionne moins bien, donc il y a moins d'hormones thyroïdiennes. Et bien un des signes, c'est justement ce problème de pilosité, ces cheveux qui vont chuter. C'est un des signes, la chute des cheveux, mais il y a aussi le signe de la queue du sourcil, avec les sourcils qui sont un peu fins et qu'on va perdre, et ça donne un aspect assez caractéristique avec cette queue du sourcil qui est vraiment très fine. Et bien c'est un des signes de la thyroïdite. On va faire des dosages et le traitement,
ce sont les hormones thyroïdiennes de substitution, et notamment la T4, l'hormone thyroïdienne qu'on appelle la thyroxine. Il faut un peu de temps à la fois pour avoir l'efficacité du traitement, mais surtout pour stabiliser le traitement. C'est un peu comme si on avait un avion, au décollage on donne des hormones thyroïdiennes, et puis il y a des turbulences, et il faut réajuster en fonction de la prise de sang de la TSH, et il faut parfois plusieurs mois pour stabiliser ce traitement, et tant que c'est pas stabilisé, il peut y avoir cette chute de cheveux qui est un des signes de cette déstabilisation du traitement. L'autre chose, on a suivi toute la polémique sur le lévothyrox, justement, le moindre changement dans le dosage, dans la posologie ou dans la galénique, ça peut donner des symptômes à type de perte de cheveux. 39-21, la dernière question cet après-midi, c'est celle de Colette. Oui, bonjour docteur. Donc je suis Colette de Valence. Je voudrais savoir s'il y a une solution possible à la chondrocalcinose, à part utiliser des anti-inflammatoires pour soulager la douleur. Merci docteur. Alors la chondrocalcinose articulaire, c'est dans les articulations, ce sont des accumulations de petits cristaux de calcium. C'est du calcium qui va se mettre, un peu comme la goutte, c'est de l'acide urique qui se met dans les articulations. Ça gonfle, ça devient douloureux, c'est rouge. Là c'est la même chose avec des microcristaux de calcium. Ça se met sur le genou, le poignet, toutes les articulations peuvent être concernées. Donc le traitement, c'est quand il y a une crise, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens notamment, mais il n'y a pas moyen d'aller enlever ces microcristaux de calcium à l'intérieur des articulations. On peut pas aller avec une aiguille aspirée où il n'y a pas de médicaments qui vont venir les dissoudre par exemple. Donc c'est juste le traitement symptomatique par les anti-inflammatoires. Il y a la colchicine qui marche aussi sur la goutte et qui peut marcher sur la chondrocalcinose. Et on peut aller injecter là aussi des anti-inflammatoires localement pour diminuer l'inflammation. Et au niveau de l'alimentation, il y a quand même des petites choses à faire. Alors c'est pas tellement éviter le calcium, mais c'est surtout éviter le manque de magnésium. Parce qu'on sait que quand on manque de magnésium, l'hypomagnésémie sanguine, ça peut favoriser les dépôts de calcium. Donc il vaut mieux manger un peu plus de magnésium. Allez, juste un exemple Isabelle, les fruits secs par exemple, c'est bourré de magnésium. Donc pour Colette là de Valence, on lui conseille une cure de fruits secs avant l'hiver. Alors si comme Félika, Morissette ou encore Colette, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, vous savez que le répondeur santé n'attend que vous. 39 21 50 centimes, vous appelez quand vous le souhaitez et dans les jours qui viennent, votre appel bien sûr, on répondra en direct l'après-midi. Dans un instant, on va parler des médiums. Ont-ils réellement un pouvoir ou est-ce que tout cela c'est simplement du charlatanisme? On en parle avec nos deux invités juste après Peter Kingsbury. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Un extrait de la bande originale du film Gladiator, bien sûr, signé Hans Zimmer et Bernard Werber. Ça fait partie des 4 morceaux que vous écoutiez en boucle lorsque vous étiez en train d'écrire votre livre, le titre, Depuis l'au-delà, donc chez Albin Michel. On est à vos côtés donc jusqu'à 16h. À nos côtés également le professeur Jacques Hugon, neurologue et chef du centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière à Paris, toujours avec notre médecin urgentiste, le docteur Kierzek. Alors Bernard, dans votre livre, vous êtes mort dès la première page, comme ça vous me direz c'est fait. Et le héros est mort. Vous passez plus de 400 pages à essayer avec l'aide d'une médium de découvrir qui vous a tué. Alors avant ce livre, est-ce que vous étiez déjà convaincu des pouvoirs que disent avoir les médiums? Est-ce que vous étiez de ceux qui fréquentent les voyantes? Alors, non, j'étais convaincu de rien, je ne suis toujours convaincu de rien. Par contre, j'aime qu'on me raconte des jolies histoires. Et je dois avouer, ma mère qui fréquentait les médiums me racontait des histoires que racontait la médium et je me disais, tiens, ça ouvre des perspectives. Et j'ai rencontré à un moment une médium qui m'a raconté mes vies antérieures, qui m'a raconté plein de choses. Je lui ai dit, écoutez, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je remarque une chose, c'est qu'avant de venir vous voir, j'étais un peu tristouné, et là, j'ai une super pêche. Donc, merci. Et à partir de là, je considère que les médiums racontent des histoires qui ouvrent des perspectives. Mais je ne suis pas dans cette problématique, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je suis dans, prenons l'hypothèse que les médiums ont un réel pouvoir, maintenant, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme chemin pour l'imagination, pour le roman, pour même la perspective sur ma propre vie. Me dire qu'il y a eu d'autres vies avant la mienne me donne l'impression que celle-ci c'est une vie parmi d'autres, donc c'est pas si grave si je me plante, je pourrais revenir pour essayer de faire mieux. Ça permet de relativiser les choses. Ça relativise les choses, ça donne une perspective. Si on arrive juste en se disant qu'on va terminer en tas de viande qui va pourrir dans un cercueil, évidemment ça c'est un peu limité quoi. Tandis que si on se dit bon bah je vais renaître et il y a peut-être une possibilité aussi pour que je
traîne encore un peu après ma mort pour discuter avec les vivants. Je trouve que c'est une idée déjà qui rend joyeux et qui enlève de la dramatisation qui est autour de la mort. Alors professeur Hugon, vous êtes médecin, donc vous êtes spécialiste du cerveau. Est-ce que vous pensez que le cerveau nous a quasiment tout révélé de toutes ses capacités à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent encore et vous vous dites de toute façon peut-être que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, on va en prendre encore tellement plus? Non, d'abord, on connaît peu de choses sur le cerveau. On en connaît de plus en plus tous les jours. Mais malheureusement, l'architecture du cerveau est tellement complexe, avec les neurones, avec les synapses, avec les autres cellules, le fonctionnement de chaque groupe de neurones, le fonctionnement des ensembles dans les régions cérébrales et les interconnexions avec ces régions font que tout ça, c'est très difficile encore à comprendre. On arrive de mieux en mieux à connaître le cerveau normal avec les nouvelles techniques, notamment les techniques d'imagerie moléculaire ou l'IRM fonctionnel, avec la biologie moléculaire, avec la génétique, mais il reste encore énormément de choses à découvrir sur le cerveau. Et puis le cerveau pathologique qui nous concerne plus, alors là, on ne connaît pas les causes de la maladie de Parkinson, mais d'Alzheimer, etc. Et donc là encore, on a un champ énorme dans l'avenir à explorer. Alors quand on a préparé cette émission, je vous ai dit, si quelqu'un vient vous voir en vous disant « Professeur, j'ai des visions ou j'entends des voix », vous pensez pas forcément à l'au-delà. Ah, pas du tout. Notre but, c'est pas de penser à l'au-delà. Notre but, c'est de savoir exactement si les visions que cette personne peut avoir sont liées à une pathologie neurologique, parfois une pathologie psychiatrique. Et là, on peut demander à la personne si elle sait que ses visions sont anormales ou bien si elle adhère à ces visions. Déjà, ça nous donne un élément de compréhension du mécanisme. Et puis après, si la personne vous dit « j'ai des visions, mais je sais qu'elles ne sont pas là, mais j'ai des visions quand même », à ce moment-là, tout un processus de diagnostic va se faire à la recherche de causes, qui peuvent être des causes dégénératives, souvent la maladie à Cordes-Lévy, ou parfois des déafférentations visuelles, le centre de Charles Bonnet, etc. Et là, on va chercher de façon très précise quelles sont les causes de ces visions anormales, quelles sont les causes de ces auditions anormales, parce que les gens peuvent entendre des bruits, ils peuvent sentir des odeurs. Ça peut être aussi de l'épilepsie temporale, etc. Et il faut absolument trouver le cause et pour trouver un remède à ces pathologies, je dirais, hallucinatoires. Alors on va revenir sur le livre de Bernard Werber. Dans votre livre, on retrouve un personnage que l'on suit à travers tous vos romans, c'est le personnage d'Edmond Wells. Donc c'est quelqu'un qui est très féru d'histoire et de petite histoire. Il est auteur de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'adore le titre. Une encyclopédie qui est une mine d'infos et par exemple, vous nous racontez l'histoire des 3 sœurs Fox. Alors l'histoire des 3 sœurs Fox, elle est extraordinaire, vous allez nous la raconter parce que quelque part, c'est un peu l'origine du mouvement spirit moderne. Oui, c'est dans les années 1850. Il y a 2 sœurs médiums et une sœur qui est pas médium. Les 2 sœurs médiums prétendent qu'elles entendent une voix de quelqu'un qui s'est fait assassiner et dont le corps sera enterré dans la cave. Et elles finissent par tellement insister sur cette histoire qu'on va chercher dans la cave et on va trouver un cadavre. À partir de là, elles vont lancer le mouvement spirit et la mode de se mettre autour des tables tournantes et elles vont se donner en spectacle dans tous les États-Unis, gérée par la sœur aînée qui s'appelle Léa. Elle n'était pas médium, mais agent, elle. Voilà, elle était agent et c'est elle qui a créé la société Spirit Internationale. Ça va avoir énormément de succès. En France, ça va être repris par Victor Hugo notamment, aux États-Unis par Conan Doyle, en Russie, bien plus tard, ça va être Rasputin qui va reprendre ça. Et donc les gens, la grande mode va être lancée de se réunir autour d'une table et d'appeler les morts. Et les sœurs Fox, à un moment, vont perdre leur mari, les 2 plus jeunes. Elles vont tomber dans la misère. Et à un moment, elles vont dire, écoutez, on va vous révéler quelque chose. En fait, on a triché depuis le début. C'est qu'on fait claquer nos orteils dans les chaussures. Et c'est comme ça qu'on fait croire qu'il y a des esprits qui s'expriment. Et à partir de là, leur carrière va encore plus s'effondrer, elles vont terminer dans la misère, dans l'alcool. Par contre, la sœur aînée, Léa, va continuer à faire vivre la société de spiritisme en disant qu'est-ce qui a pris à mes sœurs de dire ça, c'est complètement faux, on parle réellement avec les morts. Et au bout d'un moment, toute l'Europe et toute l'Amérique va être dans des réunions le soir pour parler avec des morts. C'est juste un phénomène, un phénomène de mode, mais qui vit encore maintenant. On pourrait dire que les sœurs Fox, elles ont fait le buzz. Oui, elles ont fait le buzz et puis elles ont mal été récompensées. On se retrouve dans quelques instants pour parler du pouvoir ou prétendu pouvoir des médiums, car c'est comme pour tout, il y a ceux qui y croient à fond et ceux qui y croient pas du tout. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Whatever I feel for you, you only seem to care.
C'est un petit peu comme si on était dans la tête de Bernard Werber qui écrit de 8h30 à 12h30 tous les matins et qui pour écrire a besoin d'un support musical. Il y avait Gladiator qu'on a écouté tout à l'heure, un extrait, et là c'est Woodkid avec I Love You. On retrouve nos deux invités, Bernard Werber et le professeur Jacques Hugon, toujours à nos côtés bien sûr, le docteur Kierzek. Alors il y a deux personnages féminins dans votre livre très intéressant, Lucie Filippini qui est la médium, professeur Hugon je vous la présente, elle est médium, et pour trouver son nom, vous êtes allé chercher le nom d'une religieuse reconnue sainte par l'Église catholique, histoire que votre médium peut-être ait un petit peu de crédibilité. Et puis il y a un autre personnage dont on fait connaissance, et alors là moi j'ai été soufflée parce que je ne connaissais pas son histoire, Hedy Lamarr, actrice hollywoodienne morte il y a pas très longtemps, elle est morte en 2000, elle était née en 1914, elle a eu des amants, mais alors Henry Bambel, Kennedy, Howard Hughes, Clark Gable, Orson Welles, une actrice magnifique, elle est sublimement belle, les photos lui rendent hommage, mais ce que personne ne sait, c'est qu'elle a inventé le procédé Lamarr en 1941, qui est un procédé secret de communication toujours utilisé pour nos GPS. Oui, c'est la beauté et l'intelligence réunies en une femme formidable. Donc mon héros, Gabriel Wells, est amoureux d'elle et il rêve de la rencontrer. Donc il l'a pas rencontrée de son vivant, il espère la rencontrer depuis l'au-delà, dans le monde de l'au-delà. Mais c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, c'est la première actrice qui a montré ses seins et du coup ça avait créé une révolution à l'époque. Elle a été espionne et elle a travaillé donc avec un musicien et le système qu'elle a utilisé pour coder les messages envoyés aux torpilles est basé sur des morceaux de musique et c'est grâce à ça que nous avons actuellement le GPS, c'est-à-dire on s'inspire du système de codage et de décodage mis au point par cette actrice, mais vu que c'était ultra secret, ça a été révélé qu'il y a une dizaine d'années. Ça a été déclassifié, comme on dit, c'était secret défense et on a pu avoir accès et rendre à Hedy Lamarr ce qu'elle avait fait, mis à part montrer ses seins sur pellicule. Voilà, c'est un peu le truc extraordinaire, c'est quand j'écris un roman, je fais ma doc, je découvre des tas de personnages fabuleux et je me dis vite, il y aurait pratiquement un roman entier à écrire sur elle. C'est comme tout à l'heure, on parlait du mystère du cerveau. Je rejoins tout à fait le professeur Hugon, sur le cerveau, on ne sait pas grand-chose. Alors on en sait plus qu'avant, mais je pense qu'il en sait un peu plus que nous voilà, quand même. Il en sait plus que nous, mais ça reste encore un domaine entièrement mystérieux. Et notamment dans le livre, dans l'encyclopédie Savoir relatif et absolu, je parle du verre planaire, qui est aussi une découverte très récente, dans lequel on s'est aperçu qu'il y a un verre, on le met dans un labyrinthe où il y a des récompenses et des punitions, et si on lui coupe la tête va repousser et il va se rappeler où se trouvent les récompenses et les punitions. Donc ça veut dire que l'esprit n'est pas forcément que dans la petite matière gélatineuse qu'il y a au niveau du cerveau, c'est ailleurs. Et cet élément, c'est le grand mystère, je crois, de nos jours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où se trouve l'esprit. Et il y a un moment, la cartographie, on croyait que c'était un endroit, puis après on croyait la mémoire. Il y a eu plein de théories, mais au final, le cerveau reste un mystère. Et c'est en ça que c'est un sujet vraiment romanesque. Professeur Hugon, est-ce que vous connaissiez l'existence de ce petit verre qui ressemble à rien de 4 cm? J'en avais entendu parler, mais honnêtement, j'ai appris beaucoup en écoutant Bernard Werber là. Alors, ce qu'il faut être très prudent en dire que le cerveau, on connaît pas. On connaît beaucoup de choses maintenant. Il faut quand même à la fois la neuroscience a permis de découvrir plein de fonctionnements, notamment au niveau des interrelations entre les neurones, les différents types de neurones. Et puis après, les études de comportement, les études d'imagerie ont permis quand même de connaître un certain nombre d'éléments capitaux. Par exemple, est-ce que vous savez que lorsque vous vous reposez, eh bien, vous avez une zone de repos qui est hyperactive au niveau de la région pariétale, qu'on voit très bien en IRM fonctionnel, et donc c'est l'état de repos qui en fin de compte n'existe pas chez le sujet qui est actif, mais par contre, il existe chez le sujet au repos et il est très actif à ce niveau-là. On voit que le cerveau c'est le sommeil fonctionne. Paradoxal, c'est toute l'activité qu'on a quand le cerveau fonctionne tout le temps. Qui m'intéresse, moi, c'est que tout ce que vous me dites avec ces voyances et tout, c'est probablement aussi la théorie de l'intuition. Vous savez que lorsqu'on a un problème à résoudre, on a deux moyens de le résoudre. Le premier est de faire fonctionner surtout notre lobe frontal, notre mémoire, et d'analyser exactement les choses. Et puis, petit à petit, on arrive à une solution. Et puis, il y a un deuxième une deuxième capacité, comme disait Bernstein, c'est une sorte d'excès de vitesse de l'intelligence, c'est l'intuition. Et les voies de l'intuition sont différentes, passent par le tronc cérébral, par certaines régions temporales, etc. Et là, en l'espace de quelques instants,
vous trouvez une solution et peut-être que vous trouvez des choses et ces gens peut-être ont des capacités d'intuition extraordinaires hein, et il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus intuitifs et les voix de l'intuition qui sont différentes, c'est la voix basse alors que la voix de la réflexion c'est la voix haute, hein, et bien ces voix de l'intuition sont beaucoup plus développées peut-être chez certaines personnes et qu'ils utilisent cette intuition pour déterminer chez l'individu qui est en phase 2, eh bien, quels sont les éléments un peu faibles, les éléments un peu forts pour leur révéler leur soi à eux. C'est ça qui est important et je crois que le fonctionnement du système nerveux, on a encore beaucoup à apprendre, mais on a des choses comme ça toutes simples hein, de psychologie et de neuropsychologie qui petit à petit devraient permettre un jour de comprendre peut-être des choses qu'à l'heure actuelle on ne comprend pas. Comment vous pourriez expliquer, par exemple, cette sensation que l'on a éprouvée tous un jour de déjà-vu ? J'ai déjà vu, j'ai déjà vécu, j'ai déjà vu cette situation. Est-ce que là aussi, il y a une explication Oui. Alors là, l'explication de déjà-vu, c'est un peu comme l'ictus amnésique. Le déjà-vu, souvent est lié à une petite activité épileptique temporale. C'est-à-dire que les gens qui font l'épilepsie temporale connaissent bien, c'était un moment, ils ont brutalement la sensation de se retrouver dans un espace comme s'ils avaient vécu déjà exactement la même chose au même moment. Et on sait que des dysfonctionnements du lobe temporal, pas forcément épileptiques comme les grands épileptiques, mais peut-être des dysfonctionnements conduisent à cette sensation qui est très fugace. Hein, et c'est un peu comme les gens qui brutalement perdent la mémoire, ils font un ictus amnésique pendant quelques heures. On sait que probablement ces régions hippocampiques bilatérales fonctionnent moins bien et puis ils sortent de cet ictus amnésique et ils ont tout oublié. Ils reprennent leur vie 2 heures avant ou 3 heures avant. Tout ça sont des phénomènes qu'on explique difficilement en neurologie, hein, mais on arrive de plus en plus à connaître pourquoi le fonctionnement déraille à un moment et pourquoi ces gens ont ces impressions anormales, quoi. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de notre cerveau à travers ce polar signé Bernard Werber Depuis l'au-delà, où bien sûr l'auteur, personnage de fiction, le héros qui a été tué dès la première page, décide de s'allier à une médium pour enfin connaître l'identité de son assassin. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et toujours avec nos invités, avec nous en studio Bernard Werber, le professeur Jacques Hugon, on est avec le docteur Kierzek, toujours autour du livre de Bernard Werber Depuis l'au-delà paru chez Albin Michel. Alors dans votre livre, il y a aussi Bernard Werber, parce qu'il y a plein d'études que vous nous proposez, puis du coup ça nous fait réfléchir. Il y a la théorie du 100e singe. Alors là du coup j'ai appris quelque chose. Ce sont des observations qui ont été faites sur des macaques au Japon, qui étaient nourris par des scientifiques, qui leur balançaient des patates douces, mais au lieu de les donner aux macaques, il les balançait dans le sable. Voilà. Et donc il y a une femelle qui a eu l'idée de laver une patate douce et dès qu'elle a eu ce comportement, les vieux mâles l'ont vu dans le style qu'est-ce qui lui prend à celle-là à avoir ce comportement, mais elle est arrivée à convaincre d'autres femelles de faire pareil et au bout d'un moment il y a un groupe de singes qui s'est mis à nettoyer les patates douces qui avaient du sable et ils se sont aperçus que quand ce chiffre a atteint 100, tout d'un coup le fait de nettoyer les patates douces est devenu la norme et que les vieux singes aigris mâles qui la considéraient comme une révolutionnaire, ont fini eux aussi par nettoyer la patate douce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où le 100e singe s'est mis à nettoyer les patates douces, il s'avère sur l'île d'à côté, qui n'avait strictement aucun lien, il s'avère que les singes se sont mis aussi à avoir le même comportement. Comme s'il y avait eu un lien, une connexion, une transmission par les ondes de ce comportement est le meilleur comportement à avoir par rapport au fait de gérer ces patates douces ensablées. Et de là, donc, il y a un sociologue américain qui a déduit que finalement tous les phénomènes atteignaient à partir d'un certain nombre de personnes qui commençaient à avoir le même comportement, commençait à être admis comme une norme. C'est-à-dire ça paraissait bizarre tant qu'il y avait un nombre trop réduit, mais quand ça dépassait un certain chiffre, ça devenait la normalité. Et donc il étudiait toutes les espèces et toute l'histoire de l'humanité, de tous les moments où on a intégré la nouveauté et l'histoire de tous ces gens qui sont arrivés à faire basculer au 100e singe, c'est-à-dire le moment où le comportement est devenu normal. Professeur Hugon, est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer que les singes de l'île d'à côté qui n'avaient aucun moyen d'y être allés à la nage d'un côté comme de l'autre, aient eux aussi tout à coup eu l'idée de laver leurs patates douces ?
Alors, j'ai pas d'explication. La seule explication qu'on peut, et on le voit chez la fourmi avec l'intelligence collective, et aussi chez l'homme avec l'intelligence collective, c'est que notre cerveau est éminemment flexible. C'est-à-dire qu'on a une plasticité, pas de neurones puisqu'ils ne bougent pas, mais des synapses et des connexions entre les neurones, et qu'à tout moment, qu'on ait 20 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans, on est capable de s'adapter immédiatement à une situation pour peu qu'on ait compris ce qui allait nous apporter, ce qui allait être bénéfique pour l'être humain. Et donc, l'histoire est très, très intelligente, c'est-à-dire que peut-être que le fait que les singes mangeaient ces patates douces avec des cailloux, au bout d'un certain temps, ils ont compris que ça faisait mal, et qu'une fois qu'ils ont mangé la patate douce avec plus de cailloux, ils se sont dit c'est meilleur, il y a plus de goût et tout. Et à ce moment-là, l'intelligence collective, l'intelligence des individus plus l'intelligence collective fait que petit à petit, eh bien, la norme change parce qu'il y a un bénéfice. Ouais. Évidemment, tout le monde a un bénéfice à partir du moment où on améliore les conditions de vie, l'environnement, le bien-être d'individus, eh bien, le cerveau va changer, va s'adapter. Et notre cerveau est en permanence flexible, en permanence plastique, et à ce moment-là, on est tout à fait capable, dans un élément donné, de changer. Imaginez qu'il y a 30 ans, on n'avait pas de portable, on écoutait la radio très loin, et maintenant, 30 ans après, tout le monde a son portable et vit avec un portable. Il y a eu une modification de nos capacités visuelles, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à la télévision, on s'est adapté au portable, on s'est adapté aux touches et tout ça, et maintenant, tout le monde tape sur son portable, tout le monde tape sur son ordinateur, alors qu'il y a 20, 30, 40 ans, c'était difficile. Donc, il y a des plasticités qui se font pour le bénéfice de la communication là, de la vision des choses ou d'une intelligence qui va nous permettre d'améliorer nos conditions de vie. Il y a une théorie de Teilhard de Chardin qui s'appelle la noosphère, qui parle de ça, c'est-à-dire qu'il imagine que les inconscients de tous les gens, là on est à la limite entre la science et la non-science, mais Teilhard de Chardin c'est aussi un philosophe, c'est-à-dire que le soir, les âmes ou les rêves des humains se rejoignent dans une sorte de nuage dans lequel tout le monde peut se connecter. Ça expliquerait qu'il se soit passé aussi, avant les téléphones portables, avant la télévision, des découvertes simultanées dans le monde. Par exemple, le tissu, l'élevage, le feu ont été trouvés dans plusieurs endroits du monde au même moment. Et donc la théorie de Chardin, c'est qu'il y a une sorte de connexion, il y aurait une sorte de nuage dans lequel se trouvent toutes les âmes et dans lequel les gens peuvent se connecter, notamment durant les rêves et durant le sommeil. Alors il y a deux connectés qui s'invitent dans notre émission cet après-midi, Claude Nougaro et Armstrong. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenat. Et on continue de parler avec nos invités du cerveau, du parapsychologique, de l'intuition, du déjà-vu, de tout ce que notre cerveau pourrait encore nous révéler. Donc avec nous Bernard Werber, le professeur Jacques Hugon, le docteur Gérald Kierzek. Professeur Hugon, vous êtes rationnel, cartésien, scientifique, médecin, voilà. Quand vous avez commencé vos études, est-ce que vous imaginiez tout ce que les découvertes allaient vous apporter comme surprise ? Non, quand j'ai commencé mes études, ça fait un petit moment quand même. D'abord, le scanner arrivait et donc on a commencé à voir les lésions chez quelqu'un qui faisait une hémiplégie ou qui avait une tumeur dès le départ comme ça. C'était donc les premières imageries et l'exploration du cerveau, aussi bien d'un point de vue statique avec l'IRM ou bien dynamique avec l'IRM fonctionnel ou le PET scan, a permis d'énormes progrès dans la compréhension du cerveau normal et aussi dans la détection du cerveau pathologique. Et puis au niveau cellulaire, eh bien, la chose qui était très très intéressante, c'est que on nous apprenait que plus on vieillissait, plus les neurones allaient dégénérer. Le vieillissement entraîne une dégénérescence relativement modérée des neurones et c'est la maladie dégénérative qui, elle, entraîne la mort des neurones. Et puis on a découvert d'abord chez l'animal et puis ensuite chez l'homme qu'il y avait quand même des petites régions. Alors chez l'homme, c'est pas énorme, autour des ventricules, dans l'hippocampe, etc., où les neurones se recréaient à partir de cellules souches, et c'est la grande révolution des cellules souches, pas uniquement au niveau du cerveau, mais aussi partout dans le corps humain. Et ces cellules souches, on peut maintenant les modifier et tout. Et il y a eu des tentatives, par exemple, pour injecter des cellules souches dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, etc. Ça marche pas beaucoup, mais il faut comprendre que dans certaines régions du cerveau, bien, on a des neurones qui se recréent à partir de cellules souches. Peut-être qu'un jour, ça permettra aussi de comprendre pourquoi ces régions se régénèrent, à ce moment-là, d'essayer de régénérer d'autres régions qui deviennent malades.
Alors Bernard Werber, lorsque vous êtes né, on a découvert bien après que vous aviez une maladie génétique, la SPA, la spondylarthrite ankylosante, une maladie qui peu à peu bloque le dos, donc vous saviez que ça n'allait pas s'arranger, sauf que vous vous êtes dit que écrire ça vous aidait et vous êtes allé trouver une étude néo-zélandaise qui montre que les accidentés de la route qui écrivent sur un journal, qui font l'effort d'écrire et qui se font plaisir en écrivant, guérissent 2 fois plus vite que ceux qui n'écrivent pas. C'est la victoire un petit peu de l'esprit sur le corps. Oui, moi je crois que d'abord je donne une masterclass où je donne comme conseil aux gens d'écrire même s'ils n'ont pas envie, enfin même s'ils ils sont pas sûrs d'être publiés, mais d'écrire pour le plaisir d'écrire, comme un cheval galope pour le plaisir de galoper sans attendre de gagner des courses. Et moi j'ai pu soigner ma maladie grâce à l'écriture, qui est une forme d'évasion de l'esprit qui me faisait oublier que mon corps était en train de se souder. Et vers 30 ans, alors que j'avais déjà sorti 2 livres, je m'aperçois que j'avais plus de crise. J'ai continué d'écrire et les crises ont disparu. Et à ce jour, je n'ai plus de crise, alors que c'est une maladie normalement qui bloque tout le corps. Donc j'en ai déduit que l'une des manières de se soigner peut être l'art, la création, et en tout cas la joie dans une forme d'expression, c'est-à-dire de faire sortir la pression de son corps. Et moi, j'écris dans la joie, et j'espère que les gens me lisent dans la joie, mais je crois que c'est un objet de plaisir, mais le livre est aussi un objet curatif, c'est-à-dire qu'on peut se soigner en écrivant et en lisant. Professeur Hugon ? C'est possible, c'est possible. J'aime bien tous les deux parce que vous êtes, professeur Hugon, vous êtes dans l'idée, et c'est très bien de dire, on a découvert plein de choses, mais gardons-nous de dire qu'on a tout découvert. Absolument. Et donc soyons prudents. Et quant à Bernard Werber, il dit, moi j'ai envie de croire à plein de choses parce que ça me fait du bien. Je pense que c'est très bien, et je crois que à partir du moment où, ce matin j'ai consulté, et l'important quand on consulte, on voit les patients, c'est que les patients soient heureux et qu'on arrive à transformer quelqu'un qui souffre en quelqu'un qui ne souffre plus et dont l'état d'esprit s'est amélioré, quelles que soient les techniques qu'on utilise, quels que soient les médicaments ou les approches qu'on utilise. Et si donc Bernard Werber se trouve amélioré au niveau de sa spondylarthrite ankylosante par l'écriture, j'en suis ravi. Et surtout qu'il continue. Et qui continue. Et surtout qu'il continue. Bien sûr, absolument. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre, Bernard Werber, le livre où vous retrouvez entre autres la fabuleuse histoire d'Eddie Lamar, Depuis l'au-delà, un livre qui vient de paraître chez Albin Michel. On n'en saura pas plus sur qui vous a tué. Merci messieurs et à bientôt. Dans quelques instants, c'est Anne Cazobon avec Antidote qui va venir nous rejoindre. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors de quoi parle-t-on ? Vous êtes certainement comme moi, partout dans la presse, dans les publicités, vous lisez ces phrases « Soyez vous-même »,« Be yourself » ou encore des invitations à renaître à vous-même. Mais au fond, rien de plus dur de savoir qui l'on est profondément, derrière une éducation qui fut ce qu'elle a été, des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, de l'amour maladroitement donné, et du coup des blessures qui nous ont contraints à revêtir un ou plusieurs masques pour ne pas perdre la face, une enveloppe corporelle qui est ce qu'elle est, des études qui nous ressemblent ou pas, des épreuves qui nous ont façonnés. Bref, qui sommes-nous au fond vraiment ? Oui, c'est qui ce soi-même ? A priori, soi-même, c'est unique. Ah bah si, c'est Oscar Wilde qui nous le dit quand il nous lance « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Bon, déjà, ça resserre le champ d'action, ça réduit le périmètre de recherche. En fait, ça le recentre tout bonnement vers soi. Et dans être soi, il y a être et non avoir. Ce soi-même, ça n'est donc visiblement ni quelque chose qu'il va falloir gagner, acheter, conquérir à l'extérieur de soi. Ça n'est ni même une caractéristique physique qu'il va falloir changer, ni jouer des coudes pour piquer une place que l'on nous croyait destinée. Non, a priori, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà tout à l'intérieur. Le seul problème, c'est que, un peu comme dans La princesse au petit pois, on a jeté par-dessus des dizaines de couches, de carapaces, de véritables armures parfois, tout autant d'épaisseurs qui nous ont permis d'arriver jusque-là sans trop se faire de mal. Enfin, ça, c'est ce que l'on croit. Toutes ces épaisseurs, on les a posées sur notre cœur et sur notre véritable soi pour se promettre qu'on ne souffrirait plus jamais en amour parce que c'est bon, on a déjà donné, que plus rien ne nous atteindrait. Oui, depuis tout petit, parfois, à chaque phrase assassine lâchée par un père, une mère, un professeur, un patron, à chaque expérience douloureuse où notre souffrance n'a pas été prise en compte, en considération, n'a pas été entendue, on a crié au secours, personne n'est venu, alors on a refermé un peu plus notre cœur.
Et une fois qu'on est tout enfermé dans notre cœur, on fait quoi ? Alors cette espèce de Robocop en béton armé avec une jolie porte blindée serrure 3 points juste devant le cœur, c'est ce qu'on appelle notre faux moi. Et c'est lui qu'il va falloir lâcher, dont il va falloir se délester couche après couche. Vous savez que le développement personnel, on l'appelle souvent le dépouillement personnel. On va donc enlever toutes ces peaux qui nous encombrent. Renaître à soi, je vous le cache pas, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile dans une vie. C'est une course de longue haleine, parce que pour mieux renaître à nous-mêmes, il va falloir laisser mourir symboliquement certaines parties de nous qui nous ont permis de tenir jusque-là, mais qui deviennent de plus en plus gênantes, qui nous ressemblent au fond de moins en moins. Alors celui qui peut nous inspirer dans cette transformation, parfois un peu inconfortable, désagréable, c'est le papillon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. En développement personnel, on l'utilise souvent comme métaphore de notre pouvoir de transformation intérieure. D'ailleurs, vous en verrez beaucoup sur les couvertures des livres qui parlent de ce sujet-là. Il y a cette phrase inspirante de Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingstone, le goéland, qui dit que la fin du monde, le sage l'appelle le papillon. Parce que le but de la chenille dans sa vie, ça n'est pas de devenir une super chenille, ni de devenir une méga chenille, pas une chenille meilleure que les autres. Non, le but de la chenille, c'est de devenir un papillon volant. Alors à vous de déployer vos ailes, de sortir du cocon et de laisser partir votre enveloppe de chenille. Merci Anne, merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de La Vie devant soi où nous parlerons d'hypnose et nous répondrons à toutes les idées reçues. On se retrouve tous demain à partir de 15h. Son humour est quasiment hypnotique. Bonjour Thomas Touroud.